Là, il m'a dit, j'ai une fille qui est née il y a un peu plus de 15 jours. Elles ont découvert que leur mari avait eu un enfant avec une autre femme. Il y avait une maîtresse et il me le cachait. Il était persuadé qu'elle s'était faite avorter. Et je rencontre un ami, puis je dis, ben, tu sais, j'ai un doute, je crois que mon mari, il a une copine. Il me regarde, il me fait, ouais. Vous êtes tombé nez à nez avec cette femme. Il y avait une jeune fille à côté d'elle. Je lui pose des questions, elle me dit, je te présente l'enfant, de 27 ans. Ah ben, bonjour. Une découverte aux allures de tsunami. J'ai vu la maman, j'ai pas voulu voir l'enfant. Parce que malgré tout, j'aime mon mari et que je pardonne, je reste un être humain. Le truc qu'il fallait pas me faire, c'était le non-dit. Mais jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais pu penser à un truc pareil. Mais comment ont-elles accepté cet enfant dont elles ignoraient l'existence? Pour moi, c'était une réalité. Il était hors de question que mes enfants découvrent à 20 ans, 25 ans, qu'ils avaient un grand frère. En fait, il est devenu notre fils. Bonjour à tous, merci de nous être fidèles chaque jour et merci également à nos invités d'avoir pris place sur les fauteuils de toute une histoire. Nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec le témoignage étonnant de Nathalie. Elle était mariée depuis de longues années quand elle a découvert que son mari avait eu un enfant avec une autre femme. Une nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe dans sa vie, c'est ce qu'elle va nous raconter dans notre première partie. Comme un tsunami. Bonjour Nathalie. Tsunami, c'est le mot que vous avez employé lors de la préparation de notre émission pour nous décrire le jour où vous avez appris la paternité de votre mari. Il faut remonter 4 ans en arrière pour comprendre comment cela s'est passé. À quoi ressemblait votre vie à cette époque? Une vie avec 3 enfants, une vie normale. Une vie 3 où enfants tout que se vous passait aviez bien. eus avec cet homme? Oui, nous avons 3 enfants ensemble, où tout se passait très bien. Vous étiez mariés depuis combien de temps? Depuis 95, Donc 19 ans. Voilà. En 2011, c'est donc après 19 ans de mariage que vous avez fait une première découverte. De quoi s'agissait-il? J'ai découvert qu'il me trompait. Comment? Par un mail. On a tous nos messages qui arrivent sur la même boîte mail et le premier de nous qui allait sur l'ordinateur était chargé d'enlever toutes les pubs des messageries. Et ce jour-là, c'était moi, je suis tombée sur un message sans équivoque. Donc, il disait quoi le message? Je t'aime, mon amour. Voilà, un super message, mais qui venait pas de moi. Donc vous en avez parlé à votre mari? Ah de suite. Et il vous a dit qu'il ne lui était pas destiné? Au départ, non, et puis finalement, oui. Et puis, il a fini par avouer? Ah oui, il a fini par avouer, parce que c'était sur sa messagerie, il y avait bien son prénom, il y avait bien... Voilà, et puis... Et donc, il a fini par dire que oui, mais que c'était une erreur, etc., etc. Donc, voilà. Donc, le soir même, vous avez souhaité en savoir plus sur cette maîtresse et sur la nature de la relation. Vous y êtes prise comment pour obtenir des informations? Eh bien, une fois qu'il s'est endormi, j'ai pris son portable et je l'ai appelé. D'accord. Plus simple. Ouais. Et là, je lui ai dit ce qu'elle était en train de faire. Elle vous a répondu? Oui, elle croyait que c'était lui, donc elle m'a répondu. Malin. Et donc du coup, voilà, j'ai pas été super tendre, super gentille non plus, pour être honnête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que cette relation durait depuis longtemps? Puis depuis le mois d'octobre, on était en novembre. Et elle vous a dit quoi? Qu'il lui disait Non, alors de ça, pas spécialement, non, que elle était consciente qu'il y avait une famille, que si, que ça, mais que bon, elle allait tout arrêter. Ah bon, elle vous a promis qu'elle allait tout arrêter? Oui. De toute façon, je l'ai menacée, donc je crois qu'elle n'avait pas trop le choix non plus. Qu'est-ce que vous l'avez menacée comment? Je l'ai menacée de bousiller sa vie professionnelle. Et il fallait que je le récupère, donc j'ai... Voilà, et puis je lui ai dit, j'ai 3 enfants, t'es en train de bousiller la vie de 3 gosses quand même.
Malgré vos menaces, leur histoire a continué. Eh ben oui. Et votre mari a même fini par vous quitter Partir, ouais. pour cette femme. Il est parti mais j'en suis pas restée là. J'ai continué à me battre. Il est revenu? Il est revenu. Enfin, il m'a demandé s'il pouvait revenir. Et là, vous avez dit quoi? Ah bah oui. Je me suis battue je me suis pas battue pour rien. Mais vous aviez confiance en lui encore? La confiance ne revient pas comme ça. On peut pardonner, mais pas oublier. Et la confiance, elle ne revient pas comme ça. Mais il y avait 3 enfants aussi. Ouais. Il y avait 3 enfants qui en ont souffert de cette période-là. Donc, il y avait les enfants et il y avait l'amour. Il y avait les 2 conditions réunies. Il y aurait eu que les enfants ou que l'amour. Je ne sais pas si j'aurais été... Et vous avez pu repartir sur une base de couple? On est reparti comme si c'était le premier jour, comme au tout début. D'accord. On s'est retrouvés comme le couple qu'on était au départ, sans enfants, sans rien. Voilà, ça a été... en fin de compte, ça a été peut-être un mal pour un bien. C'était formidable. Bon. Sauf qu'au bout de quelques mois, votre mari a subitement changé de comportement. Voilà. Il a repris le boulot parce qu'il avait été en arrêt. Et là, il a changé de comportement. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était absent, un peu... Il était présent physiquement, mais absent. Donc, comme c'est une collègue de travail, je me suis dit, il a repris le boulot, ça y est, il est retourné avec elle. Logique dans ma tête. Et finalement... Donc, vous lui avez posé la question? Non, je l'ai appelée à elle. À lui, vous n'avez rien dit? Non, parce que quand je lui disais, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, non, tout va bien. Donc, je l'ai appelée à elle. Et elle m'a dit, écoute, j'en ai marre, il me harcèle et il harcèle ma famille. Bon, quand il est rentré du boulot, je lui ai dit, maintenant, on monte dans la chambre, j'ai à te parler. Et je lui ai dit, voilà, je peux savoir pourquoi tu la harcèles. Et là, il m'a dit, je ne la harcèle pas, c'est pas ça du tout. Ça fait 15 jours que j'ai appris quelque chose, je ne sais pas comment te le dire. Voilà, j'ai une fille qui est née il y a un peu plus de 15 jours. Voilà. Elle venait d'accoucher Elle a accouché d'une petite fille, de la fille de mon mari. D'accord. Donc... Et vous étiez dans quel état d'esprit alors? Ah très mal. Imaginez, c'est le 2e tsunami qui arrive. Une 2e trahison? Oui. Mais trahison des deux, enfin, d'elle et de lui, parce que... et puis ce bébé... Il n'avait pas recouché avec elle, ça datait de leur relation. Ça datait, mais je la prends au bout de... Et lui, il l'avait su quand? Alors lui avait su qu'elle était enceinte. Et... Longtemps avant? Dès qu'elle a été enceinte, il l'a su. Donc vous êtes à nouveau senti trahi parce qu'il ne vous avait pas tout avoué. Voilà, mais j'ai compris pourquoi il ne me l'avait pas avoué, c'est qu'elle lui avait dit qu'elle n'en voulait pas, qu'elle voulait se faire avorter. Donc il était persuadé qu'elle s'était faite avorter. Il l'a pas recroisé il a cherché pendant les 6 mois? Il a cherché à avoir de ses nouvelles, mais elle a brouillé les pistes puisqu'elle est partie. D'accord. Elle est partie chez ses parents. C'est pour ça qu'elle disait qu'il l'avait harcelée, peut-être. Peut-être, mais... Il avait cherché à se renseigner. Voilà. Vous lui avez demandé de partir à votre mari Non. quand vous vous êtes senti trahi pour la 2e fois? Non. D'accord. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Il est temps de saluer Frédéric. Bonjour, Sophie. Alors, double trahison. Donc, coup sur coup, apparemment, Nathalie tenait à son mari, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle apprenne. Mais il est clair que c'est un bouleversement complet et qui remet plus en cause encore le couple et ses fondements que juste une infidélité. C'est-à-dire que ça fait revoir, ça crée un bouleversement complet. C'est-à-dire que plus rien ne sera comme avant. Parce qu'il y a la naissance d'un enfant, parce que ça implique effectivement un avenir, une projection dans l'avenir, mais ça peut faire vivre effectivement tout un tas d'émotions contrastées. Un tsunami, le terme est parlant, c'est-à-dire que ça bouleverse complètement. On peut éprouver de la colère, on peut éprouver le sentiment de trahison, mais aussi on se remet à questionner toute la relation. Et la remise en cause du couple, la confiance forcément, elle est sacrément ébranlée. Après, chaque couple va traverser ça à sa manière. Tout dépend de la manière dont ça s'est fait, dont le secret s'est installé, s'il y a eu une double vie. Donc tout ça, effectivement, le couple sera difficile de surmonter cette épreuve. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué.
Vous nous raconterez, vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vous dites que l'amour était toujours là, quand même, et à un moment, vous êtes posé la question de savoir pourquoi il était allé voir ailleurs. On se pose bien sûr la question. Bien sûr, on se pose la question. Enfin, apparemment, vous n'avez pas remis en question votre couple. Non. Vous nous raconterez tout à l'heure, mais d'abord, nous allons saluer Jean Renaud. Bonjour. Nous vous avions reçu en 2013 sur une émission sur le coma. Aujourd'hui, c'est un nouveau pan de votre histoire que nous allons aborder. Alors, on va remonter en 1990, le point de départ de cette histoire. Vous meniez quelle vie à cette époque? Écoutez, je travaillais dans un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise. Je gagnais très bien ma vie. C'était une vie trépidante. Et puis là, des amis sont venus me voir et m'ont dit, viens avec nous, on va dans les poblaciones, les bidonvilles de Santiago du Chili, et on va créer une banque de microcrédit. À cette époque, en 90, personne n'avait entendu parler de banque de microcrédit. Donc je pars au Chili, abandonnant une carrière. Mon père était grand banquier, il a failli me déshériter, il était fou furieux. Je pars au Chili et nous montons donc le Banco Contigo, qui est une banque de microcrédit. C'était pas facile de travailler dans les bidonvilles de Santiago du Chili, et j'ai rencontré là-bas une femme qui venait juste de divorcer, et qui avait monté une société dans le domaine de la communication. Et elle habitait dans le Barrio Alto, les quartiers riches, et c'était ma bouffée d'oxygène. De temps en temps, j'avais besoin de revenir dans un milieu que je connaissais bien, et elle me faisait faire du ski, etc. Donc c'était super. Et voilà, on a eu une relation. Et elle s'appelait comment? Elle s'appelait Lourdes Oyarzún. Vous étiez amoureux? Ah, j'étais absolument amoureux. Ah bon? C'était une femme ravissante, qui avait un grand cœur, et puis entrepreneur. Ouais. Voilà. Donc, et puis, bon, je me suis posé la question, est-ce que je reste au Chili? Est-ce que je fais ma vie au Chili? Et finalement, je fais comprendre à mon entourage, évidemment à Lourdes aussi, que je ne vais pas rester au Chili, que je vais rentrer en France. Elle me dit, Jean Renaud, je suis enceinte de toi. Ah oui, donc elle vous le dit quand même à l'époque. Elle me le dit, bien sûr. Elle était enceinte. Et là, le ciel me tombe sur la tête. C'était évidemment pas un projet qui avait été envisagé du tout. Et évidemment, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là pour le coup? Est-ce que je reste ici ou je reviens en France? Mais il faut qu'elle vienne avec moi. Elle a sa société là-bas. Elle va peut-être pas revenir avec moi. Et l'histoire traîne un peu. Les relations sont un peu plus tendues, évidemment. Je suis moi dans un désarroi total parce que j'avais pas du tout prévu ça, mais pas du tout. Et le temps reste un peu. Je suis là à essayer de me faire une idée de ce que je vais faire, etc. Et puis 3 semaines ou 4 semaines après ce tsunami, elle revient vers moi, elle me dit « Jean-No, je suis absolument navré, ce n'est pas ton enfant. » C'était possible, parce que comme je vous l'ai dit, elle était divorcée. Elle venait de divorcer quand je l'ai rencontrée. Elle était mariée avec un Américain qui revenait de temps en temps au Chili pour solder ses affaires. Ils avaient un appartement. Et une drôle de manière de solder ses affaires. Solder ses affaires parce qu'il était businessman. Et ils avaient un appartement en commun à l'époque, donc ils revenaient. Et dans ce cas-là, moi, je ne venais pas, évidemment. D'accord. Et donc, c'était tout à fait plausible. Ceci dit, très franchement, je me suis dit, c'est juste, il y a un truc qui ne va pas, parce que cette femme est intelligente, elle est sensible. Mais elle n'essaye pas de m'attraper avec un truc pareil où elle n'a pas été prête. Enfin, je ne comprenais pas. Vraiment, là, il y avait un énorme point d'interrogation en me disant, mais c'est une blague. Elle m'annonce que je suis père, puis après, je ne suis plus le père. Voilà. Et puis, je suis reparti en France. En France, je reprends ma vie. Entre-temps, j'apprends que l'enfant s'appelle Kailé, qui est un prénom américain. Bon. Donc, je suis un peu renforcé. Donc, ça vous confirme, soulagé. ça vous conforte dans l'idée que le père était peut-être son ex-mari. Mais par contre, 1 an après, elle m'envoie des photos du garçon qui avait 1 an, sans aucune explication. Il vous ressemblait, l'enfant? Je vais vous faire une confidence. Moi, sur le moment, j'ai pas vraiment bien regardé. Ma femme se fiche de moi depuis le départ en me disant « Mais tu es complètement abruti, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ouais. » Je ne l'ai pas vu à l'époque. Ouais. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à ces Écoutez, photos? non, je ne réponds pas parce que ça m'énerve de ne pas avoir une explication, un mot, quoi que ce soit, une information sur... Et vous ne lui en demandez pas? Non, parce que je suis énervé. Ah bon. Très bien. Non, mais ça m'énerve. Je me dis, attends, elle est gentille, elle m'envoie ça et il n'y a pas d'explication. D'accord, enfin, dans ce genre de situation, c'est quand même pas rien. L'hypothèse que vous soyez le père d'un enfant et vous ne demandez pas d'explication. Non, parce qu'on en était resté sur la parole en disant, ce n'est pas ton... Elle me l'a dit, face à face. Bref, donc vous êtes énervé, vous ne demandez pas d'explication. Exactement. Très bien. Ensuite,
Ensuite, se passe l'épisode qu'on a évoqué ensemble l'année dernière à cette émission-là, mon accident, grave accident, et je rencontre, à la suite de cet accident, je rencontre ma femme, on se marie très vite, et on a 2 enfants. La vie continue, et évidemment, vous imaginez que le truc revient régulièrement. Il faudrait peut-être nous en parler de ces histoires. Ah oui, d'autant plus... Ça veut dire que vous avez quand même de sérieux doutes. Alors après, bon, où est-ce qu'on met le curseur? J'ai des doutes. Bah oui. Et le pire, c'est que... ça devient drôle à la limite, c'est que ma femme rencontre Lourdes qui vient en France. Ça serait trop long de raconter tout ça. Elle vient en France, elle se rencontre. Il s'avère que ma femme parle parfaitement bien espagnol. C'est génial comme scénario, ça. Elle se rencontre comment? Elle se rencontre... sans raconter les détails de elle se rencontre parce que, en fait, Lourdes vient à Paris et je lui présente Lorraine et Lorraine l'aide. Ah, mais donc vous aviez toujours des contacts avec Lourdes? Non, mais alors pourquoi j'en avais eu? Parce que... Vous n'aviez pas Lourdes. Attendez. Lourdes me contacte parce qu'elle apprend que j'ai eu un accident très grave. D'accord. Et qu'elle vient en France une première fois pour voir ce qui se passe. Voilà, donc on était restés comme ça. Toujours est-il que Lourdes et Lorraine se mettent ensemble très... Lorraine rend, ma femme rend service à Lourdes. Et voilà, elles deviennent copines. D'accord. Et puis bon... Et là, vous ne dites toujours rien. Et je ne dis toujours rien. Bon, bref. Toujours est-il que ma femme m'embarque dans une formation... la communication dans le couple, je la suis. Et effectivement, il y a un exercice là qui fait remonter les choses. Quoi, elle vous embarque dans une thérapie de couple? Non, c'était pas une thérapie, c'était en fait un week-end Et parce que vous aviez des problèmes de communication? Non, pas du tout. Ah bon? Non. C'est disons les choses comme elles sont. J'ai des convictions personnelles, spirituelles, qui fait que c'était dans un cadre très particulier. Donc il n'y avait rien de caché. Mais toujours est-il que je fais cet exercice. Et là, le truc, et je dis à Lorraine, bon, écoute Lorraine, il va falloir que je te parle de quelque chose. Je t'en ai pas parlé depuis le mariage, mais c'est quelque chose qui... Et puis on en reste là. J'étais mort de trouille de lui dire, non pas le fait que j'avais un enfant, mais du fait que j'avais rien dit pendant quelques années de mariage. Je vous comprends. Ça veut dire que quand même, Je voulais le dire, mais j'y arrivais pas. Oui, mais enfin, ça veut dire que vous étiez... Je voulais lui parler de mes doutes. Oui, ben c'est ça, oui, je comprends bien. Voilà. Et toujours est-il que j'emmène femme et enfant à la gare d'Austerlitz, ils partent skier. Je rentre à la maison, j'ouvre mes mails, et là, j'ai un mail que je reçois. Bonjour, je suis Vicente. Il s'appelait Vicente. Ma mère m'a parlé de vous. Il s'appelait pas Gaïlé? Gaïlé, mais là, il avait repris pour moi. Et je voudrais vous parler. Et là, le ciel me tombe sur la tête. Là, pour le coup, je me dis, bon, maintenant, il faut tirer ça au clair. Et donc, quelques temps après, la suite je lui dis... tout à l'heure. Vous me raconterez comment elle a réagi. D'abord, je me tourne vers Frédéric. Que vous inspire le témoignage? En fait, c'est rarement par plaisir ou par mauvaise volonté qu'on va construire un secret. En fait, c'est à un moment donné, on a la conviction qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on a trop peur. Il y a tout un tas de raisons qu'il faut qu'on construise un secret. C'est parce qu'on a trop peur de perdre l'autre, ou parce qu'on a peur aussi du regard qu'il va se mettre à poser sur nous, ou parce qu'on a peur de blesser ses proches. Mais effectivement, on s'installe dans un piège un peu inextricable parce que plus le temps passe, plus c'est difficile d'être dans le dévoilement d'un secret. Et souvent, quand on est dans ce processus-là, qu'on a des doutes, qu'on tâtonne, qu'on essaye, il se passe très fréquemment des événements qui poussent au dévoilement et qui font qu'à un moment donné, c'est incontournable. Mais vraiment, c'est important de dire que le secret, c'est important de le dévoiler. Et les risques à prendre pour le dévoilement sont bien moins importants que les conséquences d'un secret. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et les conséquences d'un secret condamnent les générations d'après. On le dit souvent dans cette émission, mais c'est important de le répéter, pour encourager à ceux qui portent un secret à oser le dévoilement. Sylvie, bonjour Sylvie. Vous témoignez anonymement pour protéger l'identité de votre ex-mari dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Combien de temps avez-vous été mariée? 25 ans. Que gardez-vous de ces années de vie à deux? Du bonheur, beaucoup, parce qu'on voyageait énormément par rapport à son travail. Donc, je suivais. Tout se passait bien, tout était beau. Tout était beau.
Tout était merveilleux, oui, rien à dire. Bon. De ce côté-là. Et pourtant, tout a basculé le jour où votre mari a eu un grave accident de voiture. Oui. À ce moment-là, vous avez fait une étrange découverte en vous rendant à son chevet. Oui, tout à fait. C'est que la nuit, je l'ai passée avec lui parce qu'il était vraiment mal en point. On ne peut pas mieux. Et il a fallu que j'absente dans la matinée pour prévenir mon patron que je ne pouvais pas venir travailler étant donné qu'il se trouvait à l'hôpital. Et je reviens et je vois sur la table de nuit un journal marqué « Bonjour Sylvie ». Bon. Je dis, c'est pas très intelligent. Il voit pas clair, il a pas ses lunettes, il est pas bien. Et je dis à l'infirmière, mais qui est-ce qui a amené ce journal? Elle me dit, c'est une dame. Je dis, je dis, qui donc? Je dis, mais comment elle était? Elle dit, pas très grande et costaud. Comme j'ai mon amie qui était venue avec moi la veille à l'hôpital, qui est pas très grande et costaud, je me suis dit, elle a fait une mauvaise blague, c'est une plaisanterie entre amis, quoi. Dans la matinée, je l'appelle et je dis, est-ce que c'est toi qui as conduit le journal ce matin à l'hôpital? Elle me dit non. C'est bien ce qu'il semblait. Et donc, je dis, mais c'est qui ça peut être, cette dame? Donc, je cherche, et puis bon, ouais, je ne comprenais pas. Donc, je rentre à la maison, mais il fallait que je prévienne les amis qu'il est arrivé ça, quoi. Donc, comme je n'avais pas tous les numéros de téléphone, je prends donc son téléphone. Parce qu'il avait oublié de le prendre. Et je prends donc son téléphone pour faire le répertoire, pour savoir qui je devais prévenir. Et je regarde, et du coup, je vois un prénom. Je dis, tiens. Je dis, c'est bizarre, ça. Je dis, comment ça se fait? Je ne la connais pas, cette fille. Elle s'appelait Sylvie? Oui. Et je la connaissais pas, quoi. Et comment j'allais dire, je dis, par hasard, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le numéro. Et la grosse bêtise qu'elle a faite, elle n'a pas décroché. Si elle avait décroché le téléphone, je ne me serais pas... Mais là, si elle n'a pas décroché, elle savait que ce n'était pas lui qui était au bout du fil. Bah oui, donc là, comme il était à l'hôpital. Donc tout de suite, vous avez pensé à une maîtresse? Ah, ça c'est clair. Bah non, pas forcément. Hein. Bah, si, parce que... Bah non, parce qu'elle aurait pu être occupée à autre chose, elle était peut-être pas forcément à côté de son téléphone, il y aurait pu y avoir 10 000 explications. Oui, mais je sais pas. Oui, peut-être, oui. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous pensiez tout de suite, alors que tout allait bien dans votre couple, c'était idyllique, etc. Donc c'est pour ça que c'est bizarre de penser à ça tout de suite. Bah oui, parce que tous les autres, tout le monde a répondu. Parce que personne ne savait qu'il avait eu cet accident. Comme parce que c'était avec son téléphone. Donc, du coup, vous avez des soupçons. Tout de suite, je me suis dit, si elle ne répond pas, c'est parce qu'elle... Je sais pas pourquoi. Je me suis bornée dessus, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous en avez parlé à votre mari? Eh ben non, sur le coup, dans l'état où il était, je n'osais pas trop, ma foi. Oh, puis je me suis dit, pouf, laisse tomber, quoi. C'est pas... Ah bon? Oui, je ne sais pas comment expliquer cette histoire. Ouais, ça fait... Et... Bon, je n'ai pas cherché plus loin. Laisse tomber quoi? Ça veut dire c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est pas grave. Non, je pensais pas vraiment qu'il avait quelqu'un. Mais le truc, j'ai dit bon il n'en parle pas, il y a personne qui parle. Bon, non. Pour moi, c'était. Il vaut mieux ne pas savoir. Voilà. Très bien. C'était un truc, oui. Et alors, comment vous avez été informé plus tard de... Ensuite, oui. Parce que ça me travaillait quand même un peu. Mais à qui en parler? On ne sait pas. C'est ça aussi. Et je rencontre un ami, puis je dis, tu sais, j'ai un doute, je crois que mon mari, il a une copine. Il me regarde, il me fait, ouais. Ah. Bon, c'est un ami sympathique, ça. Oui. Ah oui, lui, il était sympa au moins. Il a été franc. Ah bon? Ah oui. Alors, de ce fait-là, je dis, pas possible. J'ai dit, c'est une fille comme ça qu'il a connue. Pas arrivé. Quoi, il m'en aurait reparlé, je ne sais pas. Ouais, non, je ne voyais rien, moi. Ben non. Et oui, il partait, parce qu'il travaillait, il partait le lundi matin, il rentrait le vendredi soir. Voilà, donc c'était cool, quoi. C'est vraiment... Et puis quand il m'a dit ça, j'ai perdu, je sais pas quoi. Vous avez essayé d'en savoir plus? J'ai cherché. Ah oui. Ah bah oui. D'accord. Ah là, j'ai dit, là c'est pas possible. Et donc vous avez trouvé des preuves? Là, j'ai cherché, j'ai commencé à regarder des repères, quand il parlait je sais pas comment j'ai... Mais vous lui avez posé la question ou pas? À lui? À votre mari? Sur le coup, non. Je me suis dit peut-être, puis il n'était pas bien. C'est ça aussi. Je sais pas comment j'ai réagi comme ça. J'étais... Oui, il y avait un bon dialogue entre vous? Ah oui, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Et que le copain me dise ça, mais j'arrivais pas à le croire encore. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai cherché. Alors, comment vous avez eu confirmation? Eh ben, j'ai eu confirmation qu'un vendredi soir, comme d'habitude, il revient la semaine. Bonjour, ça s'est bien passé, oui. Et moi, toujours cette idée en tête.
Je regarde et je dis, mais comment je vais faire? Et d'un seul coup, je ne sais pas comment c'est venu. Je l'ai regardé, puis je racontais une histoire. J'ai menti. Oh, mais bien. Oh oui. Oh, je l'ai fait là. Et donc, je lui pose des questions, puis je dis, voilà, je dis, parce qu'il y a une amie qui était venue au magasin où je travaillais, enfin une dame, et que je lui dis, voilà, bon, on est arrivé ici parce que là, mon mari a eu un grave accident, et patin, et enfin, elle me dit, oui, elle dit, je les connais, je travaille avec eux. Ah bon, d'accord. Avec lui et avec lui et sa copine. Ils travaillent la semaine avec lui, ils étaient en déplacement tous les deux. Oui. Donc c'est comme ça que ça a confirmé la chose. Et elle s'appelait Sylvie. Voilà, et je n'étais pas encore tout à fait sûre, parce que quelquefois on dit. Ouais. Alors là, quand je suis rentrée à la maison le vendredi, c'est là que j'ai raconté la cote du téléphone. Oh, mais je dis, figure-toi, il y a une dame qui m'a téléphoné, j'invente une histoire, puis je lui dis, et elle s'appelle, et je sors son prénom et son nom de famille. Et au même moment, bien sûr, je l'ai regardée. Oh là là, oups, à la petite cuillère, je l'ai ramassée. Ah, j'ai dit ça y est, il n'y a pas de doute, c'est ça. Donc j'ai dit, c'est vrai alors. Il m'a dit oui. Et je te quitte. Il vous a dit, je te quitte? Ouais. Bon, et vous étiez... plus rien. Du jour au lendemain, plus rien. Plus de vie, que du mensonge. Mais pourquoi et depuis combien de temps? Et puis, j'en sais rien. Il m'a rien dit d'autre. Et un jour, en allant chercher votre fils chez son père, car vous aviez un enfant parce qu'il avait aussi pris. Vous êtes tombé nez à nez avec cette femme. Voilà. Mais elle n'était pas seule. Non. Il y avait une jeune fille à côté d'elle. Je la regarde, bonjour. Et à un certain moment, tu me la connais, elle. Et on discute donc avec cette dame, et je lui dis de toute manière, je dis, mais moi, il y a très longtemps que je le connais. Je dis, c'est pas possible qu'il me fasse ça comme ça. Elle me dit, moi, encore plus longtemps, il fait, je te présente l'enfant. J'ai 27 ans. Ah ben, bonjour. Est-ce que vous étiez ensemble depuis combien de temps, vous? 25 ans. Donc en fait, il avait connu cette femme avant moi. Avant moi. Donc il était avec elle quand il vous a rencontré. Donc à un moment donné, vous avez été sa maîtresse. Moi, je ne savais pas. Moi, non, moi, il m'avait dit qu'il était seul. Ouais. Il venait de divorcer, en plus. Oui, mais il venait de divorcer d'elle. Non, non, d'une autre dame. Oh. Oui. Oh, bah oui, quant à faire. Donc moi, je l'ai cru. Il me dit, je viens de divorcer. Moi, je l'ai cru. Donc, en fait, il avait une double vie. Il avait sa vie avec cette dame et l'enfant qu'il a eu avec elle, et sa vie avec vous. Voilà. Donc, la semaine, il était avec elle, et le week-end, il était à la maison. Et du coup, il était de très bonne humeur. Tout le temps. Oui. Quand tu faisais la tête, ou pas, quelquefois, quand on partait en déplacement, parce qu'on partait assez souvent, il était de mauvais poil. Mais je mettais ça sous le coup de la fatigue. Je dis, on se travaille. Ouais. Mais jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais pu penser à un truc pareil. Frédéric. Et oui, c'est vrai que c'est une histoire assez étonnante, sans doute très destructrice pour vous. Et effectivement, certaines personnes s'installent comme ça dans une double vie. Il doit y en avoir plus qu'on ne le pense. Il y en a beaucoup. Et effectivement, souvent, ce sont des hommes qui ont le profil de personnes qui ont besoin d'être en permanence dans alimenter le désir. Et pour ça, effectivement, le fait de vivre en permanence cet interdit et cette transgression, le fait de cacher une autre vie, nourrissent ce désir. Et ils sont aussi dans une vision assez caricaturale, dichotomique de la femme. On est dans le schéma la maman et la putain. Donc je vais chercher chez l'une certaines choses et chez l'autre femme d'autres choses. Donc ils forment ainsi une espèce de femme complète idéale et ils s'installent certains sans beaucoup de culpabilité dans ce schéma où ils ont une double vie. Alors comment réagiriez-vous si votre conjoint vous cachait pendant des années qu'il était déjà père? Eh bien, vous pouvez nous faire partager vos réactions en rejoignant la grande famille de Toute une histoire sur Facebook ou sur Twitter. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. J'ai un père qui était une figure très importante pour moi. J'avais un peu du mal à trouver ma place et à réussir dans ma vie. La solution que j'ai trouvée, c'était de travailler. Je me suis retrouvé seul à diriger le resto et ça a été beaucoup de pression et je ne l'ai pas supporté, cette pression. Je n'ai pas prévenu. Plutôt que de rentrer chez moi, j'ai pris ma moto puis je suis parti. Sans destination définie, j'ai changé comme ça tous les soirs. J'ai dû faire 17 000 km, je crois. À ce moment-là, on pense qu'à une chose, c'est à fuir et à se remplir la tête d'autres choses. On ne voit pas le reste, en fait. On est vraiment enfermé dans sa bulle à soi et tout le reste n'existe pas, quoi. Quand vous fuyez comme ça, l'idée, c'est effectivement de laisser cette souffrance et il faut toujours prendre plus fort. C'est-à-dire comme une drogue,
c'est assez insupportable. Au bout de combien de temps Fabrice est-il réapparu? La réponse, bientôt, dans toute une histoire. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous occupiez un poste à responsabilité et à cause du stress, vous avez décidé de quitter votre emploi pour changer de vie. Pendant des années, vous avez délaissé votre famille au profit de votre carrière, jusqu'au jour où vos priorités ont changé. À la suite d'une séparation, d'un accident ou d'une maladie, vous avez réalisé que vous étiez en train de passer à côté de votre vie à cause de votre travail. Après avoir occupé un poste très stressant, vous vous êtes installé en pleine nature ou êtes parti pour un tour du monde. Vous avez tout plaqué et renoncé à votre vie mondaine pour mener une existence bien plus modeste. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet. Je berce mon fils de 35 ans comme un enfant de 2 ans. Pour s'occuper de leur enfant malade, ils ont mis leur vie entre parenthèses. Sacha est atteint du syndrome de Williams-Buren. On nous annonce que c'est une leucémie, la terre s'effondre, quoi. On se dit c'est pas possible, quoi. J'ai essayé de trouver un métier qui me permettait de travailler beaucoup à la maison pour pouvoir être beaucoup présent avec lui. J'étais officier de marine et j'ai dû abandonner tout cela. Pour redonner le sourire à leur fils, ils étaient prêts à tout. T'as un rêve? Oui, d'aller voir les joueurs du Real Madrid. On s'est aperçu que la musique commençait à prendre une place dans sa vie qui était extraordinaire. Dès l'instant qu'on rentrait dans une gare, eh bien, il était super content d'y rentrer, mais c'était la guerre pour en sortir. J'ai compris que Sacha était amoureux des trains, des vrais trains. Le soir, je me couche, vraiment, je vais faire un truc avec les trains, et le matin, je me réveille et je me dis, on va faire un tour du monde en train. Ils ont réussi à réaliser leurs rêves. On a vu à peu près tous les joueurs. On s'attendait à tout, sauf à ça. En fait, Sacha, dès l'instant qu'il était dans le train, je l'ai vu tout d'un coup faire plein de choses que je ne l'avais jamais forcément vu faire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités pensaient que leur couple reposait sur une confiance mutuelle, mais la révélation d'un secret est venue tout remettre en question. Elles ont découvert que leur conjoint avait eu un enfant avec une autre femme. Alors sont-elles parvenues à accepter cet enfant qui n'était pas le leur? Eh bien c'est ce qu'elles vont nous raconter dans la suite de notre émission. Mais d'abord, nous allons découvrir le témoignage de Déborah. Bonjour Déborah. Alors Déborah, si vous êtes installée face à nos invités, c'est parce que vous vous trouvez actuellement dans la position inverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, moi je suis un enfant caché. Je connais mon père, je sais qui c'est, mais il a une femme avec des enfants qui ne savent pas que j'existe. Toute la famille sait que je suis là, mais lui ne veut pas me voir, pour pas cacher ce cocon familial. Alors, vous avez grandi aux côtés de votre mère et de votre père de cœur. Oui. Vous l'appelez comment, votre père de cœur? Ça a été mon père, ça a été celui qui m'a élevée depuis toute petite. Donc, à quel moment vous avez appris que votre père de cœur n'était pas votre père biologique? Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su parce que c'est mis quand j'étais petite avec lui, mais elle ne me l'a jamais caché. Tout a été clair. Elle vous disait quoi sur votre père biologique? Mais que c'était un amour de jeunesse, qu'ils étaient jeunes, mais qu'il n'avait pas voulu cet enfant, donc que j'étais un enfant accidenté un peu. Mais il n'y avait aucune question qu'elle se fasse avorter, donc elle m'a eu avec tout l'amour qu'une mère donne à un enfant. À quel moment, vous avez eu envie d'en savoir plus sur votre père biologique? À l'âge de 15 ans, à l'adolescence. Souvent, quand on se pose toutes les questions, savoir qui c'est. À ce moment-là, vous avez tenté de le contacter? Elle vous a dit qui il était? Elle vous a donné ses coordonnées? Elle m'a donné son nom, son prénom de famille. J'avais tout. Je savais où il travaillait. J'ai pris l'annuaire, j'ai appelé. Je suis tombée sur sa femme. Donc là, gros froid, j'ai raccroché. Pas la force encore d'avoir un face-à-face. Vous avez tenté de le rappeler? Je suis passée par les réseaux sociaux quelques années après, en fait. J'ai retrouvé mon cousin, avec qui je suis proche maintenant. Ils sont rentrés en contact, j'ai envoyé des messages à sa famille pour dire comme quoi j'avais pas à subir de telles conséquences de ces actes-là. À qui vous avez envoyé des messages? À ses frères et sœurs, à lui. Et à lui directement, non? Il n'a pas, le réseau social, il n'y avait pas, il n'y avait que sa femme. Mais il était hors de question que j'envoie un message à sa femme, sachant qu'elle n'a rien demandé, elle.
Donc j'ai envoyé message à ceux qui savaient que j'existais en fait. Parce que je les croise, ils savent que je suis maman, que j'avais besoin d'écrire mon histoire. Donc, et là, ils sont rentrés en contact avec mon père, ils lui ont demandé. Et refus catégorique. Il n'a jamais voulu vous voir. La réponse a été il ne me connaît pas. Mais en même temps, s'il ne veut pas me rencontrer, il ne risque pas de me connaître. Ça a été effondrement de plusieurs jours. Donc ça date de quand, ça, ce refus? L'année dernière. Est-ce que depuis, vous avez tenté une autre approche? Non, parce que avec le refus que j'ai eu, les messages que j'ai eu de retour, ça a tellement été un choc que je n'ai pas insisté. Pourtant, vous lui en voulez? Oui et non. Qui protège ses enfants, sa femme, je suis d'accord. Par contre, j'ai rien demandé à de tels actes, en fait. Parce qu'il habite pas loin de chez moi. Donc, il y a plein de choses comme ça où je sais que je pourrais un jour le croiser. Je sais à quoi ressemble sa femme, ses enfants. Le problème, c'est que moi... Donc, aujourd'hui, vous vous dites quoi? Est-ce que je dois débarquer? Est-ce que je dois le dire à sa femme, ses enfants, son grand-enfant, il est en adolescence? Est-ce que je dois le dire? Il n'a rien demandé. En fait, ce qu'il y a, c'est que votre démarche, elle est absolument légitime. Donc, c'est important que vous ne preniez pas en charge les autres, mais que vous vous occupiez de vous. Et Sophie vous a posé la question de savoir si vous l'aviez contacté directement, et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez fait des démarches par l'intermédiaire de tiers. Donc, peut-être vous pourriez lui écrire une lettre qu'il puisse recevoir. Alors, ça peut être lui écrire à son travail pour être sûr qu'il puisse recevoir cette lettre. Ou vous parlez de vous parlez de votre ressenti et de votre besoin. Parce qu'il n'y a pas eu de contact direct avec votre père. Effectivement, lui, c'est pas vous qu'il rejette. C'est ce que vous incarnez, la situation finalement qu'il a refusée à un moment donné. Mais ce n'est pas vous, Déborah, en tant que personne, intrinsèquement qui vous êtes, qui fait qu'il vous rejette. Si, un peu, parce que quand on voit que sur les réseaux sociaux, il ne fait pas de profil pour pas que je rentre en contact avec lui et tout ça. Mais peut-être aussi qu'il faut le rassurer sur vos intentions. Peut-être qu'il a peur que vous lui demandiez. Je l'ai rassuré. J'ai rassuré toute la famille, dire que je voulais juste une conversation parce que j'ai une petite fille maintenant. Oui, mais Déborah, c'est important que vous le fassiez directement. Il faut que vous parliez directement à votre père. Effectivement, ça n'aurait pas de sens de débarquer, ça vous mettrait encore plus en porte-à-faux parce que vous êtes victime de cette situation, sa femme est victime aussi de cette situation au final, donc vous n'êtes pas responsable de ça. Mais par contre, prendre contact avec lui directement, c'est très important. Et si vous ne voulez pas effectivement mettre les pieds dans le plat et débarquer comme ça et prendre le risque d'être encore plus rejeté, ce qui ne serait pas du tout bon pour vous vu déjà ce que ça a eu comme impact, moi, mon conseil, c'est ça, c'est de lui écrire, déjà, dans un premier temps, et pour voir sa réaction. Parce que, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous créiez le contact directement avec lui, et que vous exprimiez votre besoin, et pas par l'intermédiaire d'autres personnes. Parce que là, c'est plus facile de vous mettre à distance. C'est compliqué. Vous allez écouter la suite des histoires de nos invités. Peut-être que ça va vous renseigner un peu mieux sur votre situation. On va ouvrir à présent la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Sur le chemin du pardon » et on va revenir à l'histoire de Jean Renaud. C'est après 9 ans de mariage que vous avez enfin avoué à votre femme que vous aviez eu un fils avec une Chilienne avant de la rencontrer. C'est en images que nous allons... Avouer, c'est pas exactement le bon terme. Je n'avais pas d'aveu à faire, mais que je lui ai simplement dit que j'avais effectivement des doutes. Révéler, ça vous va? Voilà. D'accord. C'est en images que nous allons découvrir comment votre épouse a réagi quand vous lui avez révélé ce secret. Un soutien sans faille, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À 2 pas de Paris, à Boulogne. Il y a 10 ans, c'est ici, dans cette basilique, que Lorraine, la femme de Jean Renaud, a tout découvert. Son mari lui a révélé être le père d'un enfant au Chili. Tu te souviens? Oui, je me souviens. J'ai eu la trouille. Mais la trouille, je ne savais pas comment t'annoncer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que j'avais besoin d'une aide extérieure. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qu'il allait falloir encaisser et accepter, ça c'était certain. Conscient de la gravité de cette annonce, Jean Renaud avait bien préparé son discours. J'ai été assez cash et je lui ai annoncé, écoute, il se peut que j'ai, selon toute vraisemblance, j'ai un garçon et en plus, figure-toi, tu connais la mère.
Ouais, c'est vrai que quand tu m'as annoncé ça, je me suis sentie très démunie, vidée en fait. Voilà. En quittant cette église, il y avait ces deux images clairement dans mon cœur, de me dire voilà, il y a notre histoire de couple, voilà, Jean-Renaud et moi, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis nos 3 enfants, voilà, ces 3 enfants qui n'ont rien demandé à personne et pour lesquels il allait falloir faire la vérité très vite et puis avancer, quoi. Une fois l'annonce digérée, Lorraine est même allée jusqu'à pousser son mari à partir à la rencontre de Vicente. En 2008, le couple s'envole pour le Chili avec ses 2 enfants, Antione et Daria. Et en tant qu'on n'a pas regardé les photos. C'était hyper longtemps. Regardez. Ça vous rappelle pas des souvenirs, tout ça? Hein? Ça change. Attends, fais voir. Je peux mettre à côté de toi, Daria? Ouais, vas-y. Je vois rien du tout, là. Oh là là. Avec les bonnets, tu te souviens? Ah, mais vous étiez tout petit. Bah, Vicente, moi, c'était mon deuxième grand frère direct. 2 pour le prix d'un, c'était... Ah non, ouais, c'était... Je l'ai vu, mais j'étais là, waouh, amoureuse directe. Ah non, si. Avec Vicente, on a eu le droit au langage international de la gestuelle. Et avec ça, on s'est bien marré. Super bon souvenir. Puis d'avoir un grand frère comme lui, on a de la chance quand même. J'ai été surtout très heureuse que mes enfants puissent enfin rencontrer leur grand frère. Parce que finalement, pour moi, c'était une réalité. Et il était hors de question que mes enfants découvrent à 20 ans, 25 ans, qu'ils avaient un grand frère. On est arrivé là-bas, les enfants ne pouvaient pas se parler parce qu'ils ne parlaient pas la langue de l'autre. Et en moins de 24 heures, j'avais une fratrie établie devant moi. Une fois rentré du Chili, Jean-Renaud se décide à mettre sa famille et celle de sa femme au courant. On parlait de toute cette histoire là, avec Jean-Renaud et tu te souviens toi de ta réaction au moment où Jean-Renaud t'a appris ça? Moi, ma réaction, elle a été le fruit de la façon dont vous l'avez pris. C'était une joie, quoi. La joie d'une arrivée, d'une naissance. Moi, j'ai reçu ça comme un tsunami en me disant mais comment Lorraine peut-elle être aussi sereine, aussi joyeuse? Et comment Jean-Renaud peut-il, entre guillemets, oser annoncer cette histoire tambour battant à tout le monde en disant mais c'est magnifique, c'est merveilleux, mais c'est extraordinaire, venez écouter mon histoire. Et ça, je me suis dit mais c'est décalé, c'est juste pas possible. Bah, quand je vois aujourd'hui que c'est un conte de fées, entre guillemets, je me dis, il y a un sacré chemin qui a été parcouru et puis il est heureux grâce à vous, grâce aux amis, grâce à la famille, la belle famille. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui, c'est bluffant. Si Jean-Renaud a longtemps fait de cette paternité un secret, aujourd'hui, il assume pleinement l'existence de Vicente grâce au soutien sans faille de Lorraine. Tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est une joie pour les 3 enfants, en tout cas. Ça fait plaisir à voir. En tout cas, moi, voilà, j'ai un nouveau fils. En fait, il est devenu notre fils. Et je t'en suis mais infiniment reconnaissant. Franchement, ça nous a infiniment renforcé dans notre amour, qui était déjà grand, hein. Mais c'est un ciment en plus. C'est la reconnaissance incroyable que j'ai pour ma femme de cette naissance, de cette nouvelle enfant qu'on a finalement eue tous les deux. T'es extra. Non. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. Bon, eh bien, on va faire sa connaissance alors. Alexène, qui considère aujourd'hui votre fils comme son propre enfant. On l'accueille. Voici Lorraine. Bonjour. Il vous aime, ça se voit. C'est pour ça que vous étiez peut-être aussi sereine aussi quand il vous a annoncé ça.
Vous étiez sûre de son amour? Oui, j'étais pas sereine le jour où il me l'a annoncé. Mais j'ai d'abord été touchée par les précautions qu'il a pu prendre pour fixer le cadre où il a souhaité m'annoncer l'existence de ce garçon, de cet enfant. Et vous avez vu qu'il m'a conduit dans cette paroisse qui nous est chère. Et j'ai senti en fait qu'il voulait s'appuyer aussi sur l'engagement qui était le nôtre dans le sacrement de mariage. Voilà, ça avait du sens pour nous cet engagement. Et que quelque part, c'était une manière de me dire ce que j'ai à t'annoncer, ça va être costaud. Je le sentais, moi. Mais voilà, on va y arriver parce qu'on s'est engagé. En même temps, vous l'aviez pressenti oui. qu'il y avait un secret. Pourquoi vous l'aviez pressenti? Qu'est-ce que vous sentiez? Vous sentiez qu'il vous cachait quelque chose depuis des années? Oui. À quoi vous l'avez perçu, ça? Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est très mystérieux. Comme quoi on sent. Hein. Oui. C'est vrai que Jean Renaud vous a dit que je l'avais convié à voilà, un week-end sur le dialogue dans le couple, etc. Avec une idée derrière la tête? Oui, j'avais une espèce de certitude dans le cœur en me disant mais ouais, c'est une belle histoire cette rencontre, c'est une belle histoire ce mariage, nos enfants, tout va bien. Moi j'avais une épine dans le cœur depuis 2-3 ans en me disant mais il y a un truc qui ne me dit pas. Jean Renaud, il y a un truc que tu ne me dis pas. Alors ça devenait compliqué entre nous parce que du coup ça pouvait s'envenimer. J'avais aucune idée, mais j'avais une certitude dans le cœur. Mais pourquoi vous le voyiez à quoi? Je le voyais à rien. Alors après, est-ce que le non-verbal peut dire quelque chose? Peut-être, mais... Mais à des attitudes Non, non. Vous le sentiez stressé de manière inappropriée? Pas du tout. Mais alors quoi? Pas du tout. Je ne saurais pas vous le dire. C'était quelque chose que j'avais dans le cœur, très profondément. Est-ce que vous pensiez qu'il vous était infidèle? Du coup, ça se manifestait par des formes de jalousie qui étaient tout à fait inappropriées, qui n'étaient pas ajustées. Non, de la mienne. Qui n'étaient pas ajustées. Ça le mettait dans des colères noires, parce qu'il me disait « Mais Lorraine, je ne te cache rien, et c'est toi que j'aime, et tu le sais, et je te l'ai suffisamment montré. » C'est mystérieux, je n'aurais pas la réponse. Alors, on va demander à Frédéric, c'est très intéressant, ça, quand même. C'est vraiment intéressant. Juste, finalement, en réfléchissant, il ne vous a pas trompé? Non, pas du tout. Ça s'est passé avant, donc finalement, il n'y a pas eu de trahison. Qu'est-ce que vous auriez pu lui reprocher, finalement? Il est pour rien, lui. Si, d'avoir gardé le secret si longtemps? Le non-dit. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'a blessée. C'est simplement le non-dit. Donc l'histoire, effectivement, très différente de ce que j'ai pu entendre, parce qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de mensonge. C'est pas un mensonge. Ce qui m'a démunie, c'est que depuis toujours, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on ne me dise pas les choses. Jean Renaud le sait très bien. Et ça, c'était le truc qu'il ne fallait pas me faire. C'était le non-dit. Je l'ai pris comme un manque de confiance en moi, un manque de confiance en mon amour, de l'amour que je lui portais, et une faille par rapport à notre engagement initial qui était basé sur la confiance. On s'est mariés très vite, et sur le fait de se dire on va être capable de se dire les choses. Alors, c'est très intéressant, ça peut renseigner beaucoup de couples, ça, cette histoire de non-dit, et le fait qu'on puisse interpréter ce non-dit de manière erronée, quoi. Absolument. On peut se tromper de secret, en fait, finalement, puisque l'infidélité qui est cachée est une forme de secret. Mais ce sont les inconscients qui communiquent à un moment donné. Donc, on sait toujours, comme un enfant peut savoir dans une fratrie que son père n'est pas son père, parce qu'on le sait inconsciemment. Les inconscients portent ce vide-là, où il n'y a pas de mots qui sont mis, et on communique. Mais ça se traduit comment? Les inconscients le portent, d'accord, mais comment on s'en rend compte? On le sait, c'est une conviction intérieure. Parce que les inconscients perçoit des attitudes, des regards... On perçoit que la personne ne se livre pas totalement. C'est difficile à expliquer. D'ailleurs, là, c'est difficile de mettre des attitudes très marquées, mais on le sait intérieurement qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Parce que l'autre ne se livre pas pleinement à nous, et ça, on le ressent. On le ressent dans une relation. Vous le diriez, ça ? Exactement, vous le dites bien mieux que je ne saurais le dire. Et pourtant, pourtant ça ne vous empêche pas de l'aimer profondément, de vous engager à ses côtés, tout en sachant qu'il ne s'ouvrait pas complètement à vous. C'est une douleur pour moi, j'en pleurais, quoi. J'étais. Oui, donc pendant des années, vous en avez vraiment souffert. Oui, j'étais triste, je me disais, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est vrai que cette histoire est très belle,
Une épine dans le cœur, c'est Mais vraiment... vous lui en parliez souvent? Vous lui posiez des questions? Bien sûr, je posais des questions, j'étais odieuse, j'ai été... Dis donc, alors quand même, pas ça aurait content, pu renforcer votre envie de lui révéler, non pas de lui avouer, mais de lui révéler. Je vais vous dire une chose. Oui. Sur ces sujets-là, oui. Les hommes sont nuls. Ah bah ça je suis d'accord. Les hommes sont nuls. J'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. Pour la petite, exemple, moi, pourquoi j'ai refrain, j'avais la trouille de le dire à mes enfants. Ouais. Lorraine, à chaque fois, mais me rentrait dedans. Vous n'aviez trahi personne. C'est ça le truc. Vous n'aviez trahi personne. Je pourrais comprendre que vous ayez eu toutes ces hésitations parce que vous l'aviez trompé, parce que vous aviez une maîtresse, parce que d'accord. Mais dans ce cas-là, non. D'accord, mais il a fait que le garçon, Vicente, il avait 15 ans, 16 ans. Donc, annoncer que vous avez un fils de 15 ans qui débarque, enfin, c'est pas exactement simple. Vous l'avez su très peu de temps avant, vraiment. Oui, mais j'avais des gros doutes. Très concrètement. Dès le départ. Toujours est-il que, voilà, les hommes, moi, je me suis fichu dedans. Les réactions de mes enfants ont été à l'opposé de exactement ce que je pensais qu'elles allaient être. Et alors finalement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un mal pour un bien, parce que j'imagine que depuis, votre couple est encore plus fusionnel. Alors oui, c'est très curieux. Moi, j'ai eu le sentiment très net au moment de cette histoire qu'il allait, le mot est peut-être pas ajusté, mais qu'il allait falloir faire le deuil d'une première histoire et se donner les moyens d'inventer autre chose et de continuer sur les fondations qui étaient les nôtres, mais de bâtir une autre histoire. Parce que vous avez fait auprès de Vicente. Exactement. D'autant plus que sa maman est décédée. Oui. En 2009. Oui. Sa maman est tombée gravement malade. Vous étiez toujours aussi proches toutes les deux? Vous avez réussi à en parler de tout ça? Oui. Au moment où j'ai été au courant, parce qu'on était déjà très proches avec Lourdes, et j'ai compris qu'il allait falloir que je fasse le pas de l'appeler pour lui dire « Écoute, je suis au courant, j'ai vu le message de Vicente. Bon. Et c'est ce que j'ai fait. Vous lui avez reproché de ne pas vous l'avoir dit? À Lourdes? Oui. Jamais. C'était pas à elle de me le dire. C'était à Jean Renaud. Non, jamais. D'ailleurs, on s'en est beaucoup parlé toutes les deux. Oui. Et Lourdes m'a dit, mais tu sais, j'avais très peur que tu sois vraiment fâchée avec moi. Et je dis non, je ne serai jamais fâchée avec toi. Et oui, nous nous en sommes beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, Lorraine, en fait, a eu cette conversation que j'ai jamais eue avec Lorraine et Lourdes, que j'ai jamais eue, moi, avec Lourdes. Et aujourd'hui, Lorraine m'apprend, bribe par bribe, des choses sur mon histoire avec Lourdes. Elle sait des choses que moi, je ne sais pas. C'est incroyable. Bah, c'est bien fait pour vous, hein. Vous n'aviez qu'à... Hein? Je reconnais mes maladresses dans cette histoire. Bon. Il n'en reste pas moins que vous avez une réaction de quelqu'un d'amoureux et d'intelligent surtout, Frédéric. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence du cœur, ça me touche de vous le dire, chez vous, Lorraine. Cette capacité justement à vous servir de ce qui vous arrive, à avoir l'intelligence de faire la part des choses, et qu'effectivement c'était à Jean Renaud de vous dire, de vous parler de cet enfant. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure, par rapport aux réactions que vous avez pu avoir de jalousie, etc. Je pense que ça a renforcé votre peur, bien au contraire, ça a renforcé votre peur de lui dire. Donc ça a entretenu, à mon avis, pendant plus longtemps le secret. Et c'est là où c'est piégeant, parce que voyant ces réactions, vous avez dit, si je lui avoue ça, même si vous ne voulez pas parler d'aveu, au bout d'un moment, c'est quand même de cet ordre-là, je vais avoir trop peur de ces réactions. Et qu'effectivement, vous ne lui avez pas fait confiance à ce moment-là. Alors, moi, je ne vous dirais pas de vous que vous êtes une sainte, mais vous avez, c'est vrai, de vraies qualités de cœur. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Déborah, justement, qui aimerait rencontrer son père, qui la rejette pour le moment? En vous écoutant tout à l'heure, j'étais très frappée parce que vous donniez le conseil à Déborah de lui dire, mais contactez votre papa directement. Ça m'a frappée, j'ai reçu ça en plein cœur, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'a fait Vicente. Vicente, pendant un moment, il était braqué, il ne voulait pas appeler son père. Et puis, c'est lui qui a pris l'initiative, il a dit à sa maman, je veux écrire à mon père. Et il a écrit directement à Jean Renaud. Et c'est vrai que c'est à partir de là où Jean Renaud a été touché et que ça a dénoué les choses. Je ne saurais que trop vous encourager à suivre le conseil qui vous a été donné,
parce que, voilà, je pense que c'est un pas à franchir, mais voilà, oser cette confiance-là. Qu'est-ce que vous faites, Lorraine, dans la vie? Dans la vie, je travaille dans un cabinet de conseil dans le domaine médical et je m'occupe de la formation des nouveaux. J'accueille les nouveaux dans l'entreprise en particulier. D'accord. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que ce qu'il faut voir aussi et ce qui peut vous servir dans votre histoire, c'est que la fratrie s'est enrichie. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré en plus un frère et là, les enfants de votre père peuvent avoir la chance aussi de récupérer une sœur. Après, c'est l'adolescence qui fait peur, sachant qu'ils sont adolescents. Oui, après, mais là c'est faire confiance aux enfants. Ils ont tout de suite accueilli leur frère. Alors, qu'est-ce qui vous émeut, Frédéric? C'est d'être au contact, moi je voulais vous dire ce qui me veut, c'est d'être au contact de l'intelligence du... Ah oui, mais vraiment, vraiment, ça me touche beaucoup. C'est ce que j'apprécie chez les gens. C'est pour ça que je fais ce métier. Nathalie, il y a 4 ans, votre mari vous a quitté pour l'une de ses collègues. Puis il a fini par revenir vers vous. Quelques mois plus tard, vous avez appris qu'un enfant était né de cet adultère et votre mari a décidé d'assumer cette paternité. Oui. Ça veut dire qu'il est reparti? Non. Bon. Quelle décision avez-vous prise, vous? Il nous a simplement... quand il m'a mis au courant, d'abord sa crainte, c'était nos enfants, comment ils allaient réagir. Mais il était sûr d'une chose, c'est qu'il ferait partie de la vie de cet enfant. Il la reconnaîtrait que si les enfants et moi étions d'accord, mais même s'il la reconnaissait pas, il nous a dit « je ferai partie de sa vie ». De toute façon, je le connais, je sais que c'est un papa, donc moi, ça ne m'a pas étonnée. Je ne vais pas dire que de suite, j'ai sauté au plafond en me disant « chouette, il a un enfant ». Il faut juste savoir que j'avais une hystérectomie au moment où moi je voulais un 4e enfant et qu'avant ma première j'en ai perdu un. Donc il y a beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête à ce moment-là. Alors qu'est-ce que vous avez choisi de faire? J'ai choisi d'aller voir la mère, savoir ce qu'elle voulait, savoir si mon mari m'avait dit la vérité déjà. Et quand j'ai vu... Quand je suis allée donc, avec 2 amis la voir, mon mari savait que j'irais, mais il ne savait pas quand. En rentrant, j'en ai parlé à mes enfants. Vous avez vu cette petite fille? Non. J'ai vu la maman, je n'ai pas voulu voir l'enfant. Je suis assistante maternelle, vous me mettez un enfant dans les bras, c'est fini. C'est fini. Donc je n'ai pas voulu, justement. C'était pas... Je voulais savoir ce qu'elle voulait, je voulais savoir le but, je voulais savoir si mon mari m'avait menti en disant il était au courant, mais elle lui avait dit qu'elle voulait se faire avorter. Voilà, il y a des questions qui étaient sans réponse, parce que malgré tout, que j'aime mon mari et que je pardonne, je reste un être humain. Donc, il y a des choses... Et en rentrant, donc j'en ai parlé à mes enfants, et on a dit à mon mari, va la reconnaître. Tu peux. Tu as notre autorisation, si tu sais ce que tu veux faire, vas-y. Il est hors de question que cette petite fille n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien, elle n'a rien demandé. J'aurais pas voulu qu'il arrive la même chose à mes enfants. Il est hors de question qu'elle frappe à la porte un jour en disant « Coucou, je suis ta fille ». Vous n'aimeriez pas qu'elle se retrouve dans la situation de Déborah? Pas du tout, pas du tout. J'y ai pensé plusieurs fois, moi. Pas du tout. Même si ça briserait une famille. J'ai pas le droit. Même si on ne veut pas briser une famille, le problème, c'est qu'on a notre histoire. Moi, j'ai mon histoire à construire et j'ai celle de ma fille maintenant qui me dit j'ai pas de papy. Ouais, mais à la différence, c'est que là, en tant que belle-mère, j'existe. Oui. Voilà. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. Elle n'y est pour rien, cette pitchounette. Ah oui? Elle a rien demandé. Bon, donc il est allé la reconnaître. On prend tout. Voilà, il a été la reconnaître. Et quand vous l'avez vue pour la première fois, cette petite Alors fille? là, par contre, il l'a pris, donc il l'a eu un dimanche. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 3 mois. Ah oui, toute petite. Ah oui. Et vous l'avez pris fait 3 mois. Chez vous? Oui, il a eu alors qu'elle n'avait que 3 mois. Ben, il a dit à la maman, il faut qu'elle fasse connaissance. Donc un dimanche, un après-midi, quoi, pas une journée entière, pas un week-end. Bon, je suis quand même restée une demi-heure dans la cuisine à pleurer parce que là, j'ai pris conscience que j'étais la seule
de la maison, à n'avoir aucun lien de sang avec elle. Les enfants avaient un lien de sang avec elle, mon mari en avait un. Et moi, je me sentais... exclue. Ouais, totalement. Donc, vous êtes Donc j'ai mis... Mon mari venait me voir en me disant, si tu veux, je la ramène. Non, je dis, ça va aller. Et au bout d'un moment, il a fallu changer les fesses de cette petite fille. Et... pas les fesses, mais Enfin, la couche, oui, pardon. Excusez-moi, on dit toujours comme ça, mais bon. Je suis un peu perturbée, là. Donc, une de mes filles m'a dit, maman, elle a les fesses rouges et il n'y a pas de pommade. Étant assistante maternelle, j'ai ce qu'il faut. Donc, je me suis levée, j'ai changé la couche et de cette petite fille, mais je n'ai pas regardé. Je n'ai changé... je n'ai regardé que la couche, les fesses. Je n'ai pas regardé son visage. Je l'ai rhabillée. Pourquoi vous ne l'avez pas regardé? J'y arrivais pas. Par peur de l'aimer tout de suite? Peut-être. Peut-être. Et alors? J'y arrivais pas. Et une fois que ça a été fait, je l'ai prise et je l'ai redonnée dans les bras de ma fille. Je me suis retournée et j'ai dit, c'est pas possible. Si j'ai accepté que mon mari la prenne à la maison, je peux pas... Il faut que de suite je bouge. J'ai repris cette petite et je suis montée avec elle dans la chambre et on a été discuter, toutes les deux. Elle pleurait et je lui ai raconté notre histoire à elle et à moi, qu'elle n'y était pour rien, que je n'y étais pour rien, qu'il allait falloir qu'on apprenne à vivre toutes les deux, à s'aimer ou à pas s'aimer. De toute façon, on lui en voulait pas, que je lui en voulais pas. Elle vous a écouté ou elle continuait à pleurer? Elle pleurait. Et au bout d'un moment, mon fils est monté. Et elle a commencé après, donc, en m'écoutant, elle commençait à se calmer. Et je vous jure que c'est vrai. Elle s'est calmée, elle m'a regardée, elle m'a fait. Quand je lui ai dit, tu as compris ce que je t'ai dit, elle m'a fait. Je vous jure. Je vous jure. Mon fils était là, il m'a dit, tu as vu ça, maman? En fait, elle avait des gaz et... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Un enfant, quand vous lui parlez, il comprend peut-être pas tous les mots, mais il comprend le sens de ce que vous voulez lui dire. Et à partir de ce moment-là, ça a été... voilà, elle faisait partie de la famille. Et donc, elle est chez vous tous les combien? Alors, on l'a maintenant en garde alternée, et la semaine de la maman, je suis une nounou. Gratuite parce que la maman me la dépose le matin, elle la récupère le soir. Donc en gros, vous l'avez tout le temps? Parce que elle a papa, maman à l'école depuis cette année. Donc il était hors de question qu'on rajoute d'autres. Donc c'est avec vous qu'elle passe le plus de temps? Pour le moment, oui. Et vous l'aimez? Bien sûr. Comment? Ah ben, c'est ma belle-fille. Moi, j'ai un super rôle de belle-mère. Je ne suis pas la maman. Ah non, la maman reste la maman. Moi, j'ai le rôle de belle-mère. Le jour où elle sera en conflit avec maman, hop, moi je serai là. J'ai le droit de faire passer quelque chose. Donc est-ce que vous vous sentez toujours exclue aujourd'hui? Non, on a une relation assez fusionnelle toutes les deux. Je suis celle qui est peut-être la plus stricte, mais celle qui a le plus de câlins. Et votre mari, comment va-t-il? Impec. Il a eu du mal au départ à me laisser un peu la place, à me laisser la prendre. Et finalement, maintenant, c'est peut-être lui qui a du mal à trouver sa place. Ah, et vous avez 100% confiance en lui? Ouais. Frédéric? Ça, je ne me permettrai pas d'intervenir sur la confiance, mais je suis touchée par la démarche que vous avez eu à faire, le cheminement intérieur, pour justement l'accepter vraiment, et puis la rencontrer dans les yeux, et puis de lui parler de votre histoire à toutes les deux. Je trouve que c'est bien la démarche que vous avez faite. Même si au début, ça n'a pas été évident, vous avez ouvert votre cœur. Et du coup, vous profitez aussi de la relation à cette petite. Elle est pour rien et elle m'apporte ce que... C'est pas mon enfant, mais elle m'apporte d'autres choses. Absolument. Et je ne suis pas sa nourrice, attention. Et moi, il faudrait quand même lui laisser une place au papa. Hein. Mais il a sa place, vous affolez pas. Oh là, elle sait très bien manier son monde. Vous affolez pas. Même ses frères et sœurs. Sylvie, vous, c'est après 25 ans de mariage que vous avez découvert que votre mari menait une double vie. Il avait même eu un enfant avec cette femme avant même de vous connaître. Est-ce que vous êtes parvenue à refaire votre vie après ce qu'on peut appeler une trahison là dans ça? Ah oui, c'est clair, oui, une trahison. Oui, d'autant plus que le gamin travaillait avec lui. Je me disais, je l'ai déjà vu. Ah ben, because, il travaillait avec. Ah oui, là, c'était trahi, c'était beau, là, plus de jambes, plus pouvoir parler, plus faire confiance en personne. Après, on parlait à qui? Qui disait la vérité? Est-ce que vous êtes parvenue à refaire votre vie? Vous avez retrouvé... J'ai rencontré un monsieur, charmant. On était une belle histoire.
On s'est installés très vite ensemble. Et un jour, il est rentré, il me fait « Je te quitte, j'ai eu un coup de foudre pour Notre-Dame. » Bah, voilà. La deuxième fois, on est déjà moins surprise. Donc, je suis partie. Je dis, on reste copains quand même, on va pas bêtement se... Non, non, il faut rester copains. Et ben voilà, depuis ce temps-là, je suis sa maîtresse. Ouais. Donc, vous êtes numéro 2. Oui. Oui. Mais il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, donc je ne fais pas mal. Et dans l'histoire précédente, vous l'étiez aussi, finalement? L'histoire précédente, oui, l'histoire précédente, j'étais mariée, j'avais un enfant, j'étais... Ouais. Là, j'étais trahie, mais lui, quand j'étais avec mon nouvel ami, là... Et comment vous vivez cette histoire? Bien. Le fait d'être sa maîtresse? Ah, ça va, convient. Tout à fait. Bon. C'est pas moi qui appuie sur le bouton de la machine à laver. Ça va très bien. Je profite que des week-ends, les sorties, les rigolades. Il ne fait jamais la tête à moi. Très bien. Bah, si ça vous convient, c'est très bien, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est en miroir de la relation précédente et que c'est peut-être pas forcément ça que vous avez à vivre. Après, je comprends que vous puissiez vous en satisfaire, mais quand vous racontez votre histoire, on a le sentiment que vous n'en avez pas tiré peut-être les leçons par rapport à vous, à votre propre fonctionnement, et que du coup, vous reproduisez quelque chose, mais je vous dis, en miroir, de l'autre côté. Et je ne suis pas sûre que ça solutionne votre relation à l'autre. Donc peut-être, moi, je vous encourage à revenir à vous pour comprendre aussi. Parce que l'intérêt, on vit tous des épreuves dans la vie. Oui. Ce qui est intéressant, c'est d'en tirer des enseignements, des leçons. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Mais c'est ça aussi. Et là, juste en vivant la situation de miroir, vous ne tirez pas ces leçons-là. Bon, on va vous laisser réfléchir à tout ça. Merci à tous, en tout cas, pour votre sincérité. Déborah, nous espérons vous revoir prochainement de l'autre côté du plateau, en espérant que vous ayez pu que vous pourrez rencontrer votre père. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Frédéric. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire qui vous attend le week-end en version féminin. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau numéro de l'Histoire continue, dans lequel nous recevrons Geneviève de Fontenay ainsi que Gérard. À tout de suite. Dans quelques minutes,